Bonjour YouTube, je suis Sébastien et on va attaquer le démontage des guides de chaîne de distribution, ou en tout cas des différents périphériques du moteur. Il y aura des passages en accéléré, il y en aura en vitesse lente selon l'intérêt et la complexité. Là, comme vous pouvez le voir, la première étape, on va démonter l'admission. Il faut débrancher les deux petites durites de dépression qui arrivent juste avant le boîtier papillon. Elles ne sont pas forcément évidentes à enlever, mais c'est loin d'être la partie la plus compliquée de ce qui vous attend. Et ensuite, on peut le démonter et le retirer, le mettre de côté. Prochaine étape, on débranche et on enlève le MAF. Pour ma part, je l'ai mis dans deux sacs congélation protégés et à l'abri pour pas qu'ils prennent de la poussière pendant le temps de démonter. Ça évite de risquer de l'abîmer. C'est un peu coûteux. Ensuite, on démonte la boîte à air. Elle n'est tenue par un écrou. Vous allez voir que quand je l'aurai enlevé, je vais le remettre en place. Ça fait partie de ces écrous solitaires qui n'ont qu'un seul emplacement et qu'on ne peut pas rater quand on remonte. Donc ça permet de les localiser assez facilement. Idem, la boîte, on l'enlève. Il faut débrancher la durite de dépression qui passe par celle-ci et on la met à l'abri. On va enchaîner dans le vif du sujet. Il va falloir sortir le radiateur, le ventilateur et une grande partie du circuit de refroidissement pour pouvoir accéder à différents morceaux du moteur. Il y a une durite en bas que vous me voyez essayer de sortir. C'est extrêmement pratique. On va déclipser celle-ci de son support. Les clips BMW se défont avec un tournevis qui permet d'écarter le clips du plastique. Il ne doit pas s'enlever entièrement, mais s'il s'enlève entièrement, c'est pas la fin du monde. Il y en a tout un tas, donc prévoyez tournevis et crochets pour les enlever. Vous voyez que là, je débranche le Vanos de côté 1.4, c'est les cylindres, pour éviter de l'abîmer. Vous allez pouvoir débrancher aussi un paquet de prises, mais elles ne vont toutes qu'à un seul endroit, c'est ça la bonne nouvelle. Donc une fois qu'on arrive à enlever les clips, on peut ensuite enlever les durites. Prévoyez un bac en dessous, même si vous avez vidangé le circuit de refroidissement. Pour ma part, je ne me suis pas embêté, j'ai mis un bac en dessous, ça simplifiera l'opération. Comme il y aura de toute façon de l'eau résiduelle dans différents endroits. J'ai triché, j'ai acheté un bac à béton dans une surface de bricolage. Ça permet d'avoir de la surface au sol pour récupérer l'eau. On continue à défaire des durites. De toute façon, tout doit disparaître à l'avant du moteur. Donc allez-y dans l'ordre qui vous semble approprié. Là, moi, je suis en train d'enlever la pieuvre qui va du radiateur à la pompe à eau, à l'alternateur, au calorstat et à d'autres joyeusetés. C'est la principale durite que vous aurez enlevée pour l'instant. J'ouvre le vase d'expansion afin de permettre à l'eau de s'écouler. Ça ne sert à rien de maintenir une contre-pression dans le système. Et maintenant, on va défaire de la durite au niveau du radiateur. Vous voyez le clip se soulever assez facilement. Il faut convaincre la durite de bien vouloir quitter le radiateur, mais avec un petit peu d'encouragement, elle finit par sortir. Ne pas oublier le morceau de la pieuvre, enfin la durite de cette pieuvre qui va à l'alternateur. Il suffit là encore de lever le clip et de décrocher la prise. Idem en bas du radiateur, c'est extrêmement inconfortable d'accès, mais il faut décrocher un bout de durite afin de pouvoir sortir la pieuvre entière, ainsi que le petit morceau qui fait le trop-plein du vase d'expansion. Et voilà, vous êtes libéré de cette pieuvre. Maintenant que c'est plus accessible, on va enchaîner sur le ventilateur du moteur qui est relié à la pompe à eau. C'est un écrou de 36, 34, je ne sais pas. Moi j'utilise une clé à molette, il y a aussi des clés spécifiques que vous pouvez acheter. Et ça se dessert dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand il sera venu, vous pourrez le terminer en faisant tourner le ventilateur, ça entraînera l'axe qui desserrera l'écrou qui est pris sur la pompe à eau. Une fois desserré, on ne peut pas le sortir pour autant, il doit rester dans l'enjoliveur en plastique qui l'entoure et il va falloir enlever les prises qui sont dessus. Celle-ci est très agaçante, mais il y a un petit morceau de plastique sur lequel vous appuyez pour libérer le connecteur en entier. Je vais vous le montrer dans un court instant. Voilà sur quoi il faut appuyer.
Maintenant qu'on en est là, il faut défaire le dessus du radiateur, ces deux écrous sur les côtés que je vais aussi remettre en place parce qu'ils sont assez uniques. La pièce vient en soulevant, elle est tenue par des morceaux en plastique qui tiennent le radiateur en place et font office de silent block. Donc c'est plus facile d'accès comme ça. Il y a aussi deux vis qui tiennent le radiateur sur le radiateur de climatisation. Là aussi, il faut les enlever avant de pouvoir sortir le radiateur. Évidemment, c'est pas aussi simple. Comme vous pouvez le voir, le radiateur n'a pas du tout envie de bouger à ce stade. Donc, je vais défaire les trois petits clips en caoutchouc, enfin en plastique, qui tiennent l'enjoliveur du ventilateur sur le radiateur. Il suffit de pousser par derrière et faire levier par devant pour les sortir, sans les casser idéalement. Mais c'est pas forcément nécessaire de les enlever. Ce qu'il faut, c'est aller défaire une vis qui relie le morceau qui tient le CalorStar en bas du radiateur, diamétralement opposé à la caméra sur l'enjoliveur. Et comme ça, vous pourrez sortir ensuite la soufflante. On peut maintenant sortir la soufflante complète et n'oubliez pas de soulever le ventilateur à l'intérieur aussi. Comme ça, on est débarrassé d'un gros morceau qui occupait de l'espace et limitait l'accès. Techniquement, vous pourriez laisser le radiateur en place, mais enfin, c'est tellement fragile que ce serait dommage de l'abîmer, donc moi, je l'ai enlevé complètement. Et il y a une vis là donc en bas qu'il faut arriver à enlever. Évidemment, alors pour faire pratique, c'est une vis cruciforme qu'il va falloir desserrer avec un cliquet parce qu'il n'y a pas la place de passer un tournevis. Bon courage. Elle est très très galère à enlever. On peut maintenant sortir le radiateur. Il va falloir arriver à écarter tout le système de refroidissement du radiateur de boîte de vitesse pour arriver à le sortir. C'est un peu laborieux et c'est pas vraiment large en termes d'espace pour arriver à passer. C'est un jeu d'agilité. Vaut mieux avoir des petites mains, mais enfin c'est pas le luxe de tout le monde. Et avec un peu de détermination, on arrive au bout. Comme vous pouvez le voir, il restait une durite en bas aussi de l'autre côté. Mais celle-ci est assez longue pour pouvoir l'enlever confortablement une fois le radiateur partiellement sorti. J'en ai profité pour vérifier l'état. Et maintenant, on peut y voir un peu plus clair dans ce qui nous attend. Il faut encore enlever tout ce que vous voyez à ce stade. On va bien s'amuser. Pour gagner un peu de place et de facilité d'accès, on va passer en mode service et donc on va enlever tout le bloc d'aspiration d'air de la ventilation de la voiture. Comme ça fera de la place à l'arrière du moteur auquel il va falloir pouvoir accéder pour un certain nombre de choses. On enchaîne avec le démontage des caches des bobines. Vous pouvez me voir mettre à profit la visseuse pneumatique que j'ai achetée pour gagner du temps, parce que trop de temps à dévisser sinon. On soulève le petit cache en plastique et on fait pareil de l'autre côté, ce qui nous donnera accès aux bobines et aux bougies, qu'il va falloir aussi enlever. On va maintenant déclipser chaque bobine. Il suffit de lever la bague en métal et tirer le connecteur vers l'arrière. Et en mettant la bague en métal, on s'assure qu'il ne retourne pas. C'est déjà arrivé, c'est très agaçant. Il faudra faire la même chose des deux côtés sur les 8 cylindres. Et maintenant, il faut dévisser les 16 écrous qui tiennent les bobines en place. Il y en a deux par bobine. Un en bas à droite, un en haut à gauche de chaque bobine. Là encore, pour moi, c'est visseuse pneumatique pour gagner du temps. Je les desserre, je les débloque juste, je les terminerai à la main, histoire de ne pas les perdre et risquer de les faire tomber dans le puits de bougie, ce qui serait chiant, mais c'est pour ça qu'on a l'aimant. Et ensuite, on va enlever les bobines, vous allez voir. On enlève les bobines. Dans mon cas, j'ai choisi de les numéroter dans un carton et de les y enfoncer afin de ne pas les mélanger. Et ensuite, j'ai fait l'autre côté de la même manière.
on enlève toutes les bobines, tous les écrous, on met les écrous dans un sac et les bobines numérotées dans un carton. Ça permet de revenir au même endroit, même si théoriquement elles sont toutes égales. On ne déplace pas un problème s'il y en avait un. La prochaine étape est une particularité peut-être de mon véhicule et pas générique à tous les X5, mais il va falloir déplacer le chauffage additionnel. Il est tenu par 3 vis et il est emboîté ensuite dans des supports et il y a l'échappement en dessous. Vous allez voir, c'est pas extrêmement compliqué de le démonter une fois qu'on a vu comment il était fixé. Je sais pas comment ça se passe si vous ne l'avez pas. J'imagine qu'il y a quand même des durites d'eau qui sont dans le passage. Donc il faudra peut-être les défaire elles aussi. Pour s'en débarrasser, il faut le dévisser et puis il faut enlever les durites d'eau qui arrivent et repartent de celui-ci. Elles sont pas extrêmement accessibles, mais ça passe à peu près pour les enlever avec une clé à cliquet, sur le collier évidemment. Et ensuite, il suffit de le débrancher et de le soulever pour le remettre par-dessus le point d'ancrage de la suspension, ce qui permet de ne pas l'avoir dans les pattes et ça évite d'avoir à débrancher la conduite d'essence, ce qui peut être gênant puisqu'il n'y a pas de valve de ce côté-ci. C'est le chauffage qui fait valve. Pendant qu'on y est, et bien que je ne l'ai pas fait, vous pouvez aussi enlever le réservoir de lave-glace. Essayez de récupérer le lave-glace si vous le vidangez, puisque ce sera quand même dommage de jeter 8 litres de lave-glace. Mais ça vous simplifiera la vie pour la suite. On va maintenant entrer dans le vif du moteur, à proprement parler. Il va être temps de dévisser les carters d'arbre à cam. J'appelle ça des caches culbuteurs, mais il n'y a plus de culbuteurs et les arbres à cam sont en tête, donc ce sont des caches arbre à cam ou des carters d'arbre à cam. Ils sont tenus par 10 écrous en 10. Il vous faudra une douille étroite pour pouvoir passer dans les conduits les plus proches de l'avant du moteur, les 3 de face, et une rallonge a priori. Et ensuite, ils sont plutôt accessibles avec une douille courte, la plus courte possible, surtout ceux du bas. Faites attention à ne pas les perdre. Ils viennent normalement avec une rondelle et une cale en caoutchouc en dessous. Si jamais la cale en caoutchouc et la rondelle restent collées sur la culasse, utilisez un tout petit tournevis plat pour les décoller. Ça vous évitera de les perdre en soulevant le cache arbre à cam du moteur. Parce qu'il va falloir l'incliner et le manœuvrer pour le sortir. Vous aurez forcément moins de mal si vous avez démonté le bocal de lave-glace. J'utilise la visseuse pneumatique Silverline que vous avez déjà vu dans la vidéo. Ça permet de gagner un temps considérable étant donné la quantité de choses à dévisser. Au risque de me répéter, pensez à bien stocker les vis séparément les unes des autres. En l'occurrence, celle de ce cache arbre à cam séparément de celle d'en face. Ça vous évitera de chercher au moment de réassembler le moteur. Et pensez bien à mettre les rondelles et les cales en caoutchouc avec. Pour pouvoir enlever les caches arbre à cam, il va falloir défaire les 2 écrous qui tiennent le boîtier plastique contenant les fils d'injecteur de leur support qui est le support global du cache du moteur. Ça permettra de leur accorder un peu de mouvement, mais en pratique, moi j'ai fini par enlever carrément le morceau en le séparant des injecteurs,
c'est infiniment plus simple et ça donne beaucoup plus d'accès. Le carter d'arbre à cam étant collé par 15 ans d'ancienneté, j'ai utilisé un bout de bois et un marteau afin de taper dessus, mais vraiment pas fort, juste pour essayer de décoller le joint qui était cuit. Et quand vous regarderez la forme du joint, vous comprendrez pourquoi il est assez difficile à décoller, puisqu'à l'arrière, il y a des deux encoches qui prennent le moteur de part et d'autre. Comme vous allez le voir, ça passe, mais il faut forcer un petit peu. Et il vaut mieux prendre le temps de retirer le boîtier qui contrôle les injecteurs et les bobines, afin de ne pas risquer d'abîmer quelque chose. J'ai fini par les débrancher après, de toute façon, puisque ça permet un bien meilleur accès aux arbres à cam pour pouvoir les ajuster dans l'outil de blocage et vérifier le calage. Et pour le sortir ainsi, il a fallu laisser le joint du cache arbre à cam en place, parce que sinon ça voulait pas venir, il était trop collé au carter moteur. Voilà la procédure extrêmement pénible pour décrocher les injecteurs de cette boîte en plastique noir. Il faut utiliser un petit crochet comme on utilisera pour le Vanos dans la vidéo correspondante, mais qu'on utilise aussi pour certaines d'autres choses, voilà le crochet, pour essayer de tirer le clip progressivement pour arriver à libérer l'injecteur, et ensuite en soulevant le boîtier on arrive à le sortir. C'est extrêmement compliqué et laborieux à faire, on perd un temps fou juste pour des questions de branchement qui auraient pu être beaucoup plus simples. Là vous me voyez débrancher le capteur de cognement ainsi que le capteur de position d'arbre à cam et libérer les solénoïdes de dépression de leur support afin de gagner un peu de flexibilité et d'accessibilité. Il y en a qui se font par en dessous, par au-dessus, c'est vraiment comme vous y arriverez. Certaines personnes recommandent de tirer un coup sec sur la boîte noire, je ne le recommande pas. Je soupçonne qu'on puisse peut-être décrocher les prises si on ouvre la boîte, mais le plastique étant ancien, j'ai peur que les onglets qui le tiennent fermé cassent. Donc il va falloir le démonter progressivement. Et maintenant qu'il y a un côté de fait, pour ne pas perdre la main, il faut attaquer l'autre. Même procédure, on débranche le capteur de cognement et le capteur de position d'arbre à cam. On enlève tout ce qui peut gêner et puis on attaque avec les crochets pour séparer les injecteurs de leurs clips. Et ensuite on pourra se libérer de l'ensemble. On perd pas la main et on enchaîne sur le démontage du deuxième cache arbre à cam. Même procédure, les 10 vis en tête de 10, pour moi avec le cliquet pneumatique autant que possible pour gagner du temps, et en ne perdant pas ni les rondelles ni les cales en caoutchouc. Comme vous pouvez le voir, rétrospectivement ça paraît évident, il va falloir virer le vase d'expansion aussi, ça c'est facile, il est tenu par 2 vis, aussi en tête de 10, donc c'est plutôt rapide en plus. Vous n'aurez plus qu'ensuite à accéder aux vis qui sont pour le moment intouchables à cause de celui-ci. N'oubliez pas la durite du reniflard avec son collier, ça peut être un piège. Une fois les dernières vis enlevées, on peut soulever le cache arbre à cam, mais on s'aperçoit que dans mon cas il sort pas à cause des durites d'eau derrière.
ce qui est peut-être spécifique à mon chauffage additionnel. Si vous n'avez pas les mêmes passages de durite, vous avez de la chance. Dans mon cas, on va attaquer le démontage. Cela implique donc de retirer la pompe de circulation qui permet de faire circuler l'eau une fois chauffée par le chauffage additionnel. C'est ce morceau que vous me voyez manipuler, ainsi que deux des durites qui vont jusqu'au tablier. C'est les deux les plus à droite de mémoire. Et je vais aussi enlever entièrement le vase d'expansion. Il est dans le passage de toute façon, ça évitera de l'abîmer. Il faut faire attention à la sonde en dessous quand on fait ça. Ça évite de la casser et de devoir changer le vase d'expansion complet. Je vous laisse les positions d'accès qui sont très pratiques, naturellement. Un petit cliquet et une douille de 7 ont permis de le faire plus facilement qu'avec un tournevis. Ces colliers sont vraiment pas pratiques. Je n'enlève pas entièrement toutes les durites. Certaines, je les pousse juste ou je les replie sur elles-mêmes ou je les écarte afin de libérer l'espace sans avoir à trop démonter non plus. Il ne faut pas exagérer. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra revenir à enlever le cache Arbracam côté droit. Enfin libéré de la pieuvre du refroidissement, on va pouvoir le soulever et faire attention à bien passer au-delà des goujons qui dépassent des coussinets d'Arbracam afin de rien abîmer. Les joints viendront ou resteront sur le carter selon comment ils sont collés dans votre cas. Moi c'est moitié-moitié, donc mais après il suffit de les enlever facilement en tirant dessus. Là vous voyez que je suis à nouveau embêté par la durite du reniflard. Néanmoins, en y allant doucement, on arrive à le sortir. Il n'est pas très lourd, mais l'accès est un peu limité. Une fois sorti, comme on aura plus de place, on va en profiter pour faire un peu de tri dans les différentes durites et câbles qui passent au-dessus et à côté, le long et qu'on a dû bouger afin de s'assurer de rien casser pour la suite des opérations. Il faudra un accès complet aux arrières des Arbracam afin de pouvoir mettre les blocs de calage qui viennent dans le kit. Et voici ce que vous trouverez, deux Arbracam et le Vanos, des petits morceaux de distribution qui traînent aussi, vous allez peut-être pouvoir le voir, et on en trouve partout du plastique, des guides qui s'est barré. Arrivé à ce stade, vous en aurez déjà marre, mais vous êtes loin d'avoir terminé. La prochaine étape sera quand même plus simple pour vous maintenant que je vais vous dire où sont les différentes vis pour chaque morceau. Moi j'ai dû les chercher, j'ai perdu un temps pas possible.